Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous racontez comme d'habitude 2 histoires qui font bien flipper. Merci beaucoup pour votre participation sur la chaîne ces dernières semaines, je vous le dis et je vous le redis, mais vous avez changé ma vie. Là je vis vraiment la meilleure période de tous les temps sur YouTube et c'est juste incroyable. Donc ça me motive encore plus à vous proposer du contenu et j'espère que vous l'aimez tout autant qu'au début. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Je vous rappelle, il y a un concours pour gagner 20 fois 50 € sur Amazon. Et j'espère que l'un des gagnants, ce sera toi qui regarde la vidéo. Voilà, moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Alex. Alex, c'est un gars de 28 ans, plutôt discret, mais très ambitieux. Il nous raconte qu'il a toujours voulu faire du cinéma dans sa vie parce qu'il a fait des études pour. Et là, au moment où il nous raconte son histoire, il sort tout juste d'un long tournage pour un très gros film. Alex, c'est son premier rôle principal d'une grosse production, et visiblement, c'est le genre de truc qui peut absolument changer sa vie. Donc, vous vous en doutez bien, tout son entourage est très fier de lui. Dans son groupe d'amis du lycée, Alex, c'est un peu celui qui a réussi entre guillemets. Apparemment, ils sont 7 dans ce groupe et ils ont gardé contact depuis presque 10 ans. Et même si la vie les a un petit peu séparés, ils n'ont jamais coupé les liens. Apparemment, ils ont un serveur Discord qui date depuis des années et ça remonte même à l'époque où ils jouaient ensemble à des jeux vidéo. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu un petit peu leur habitude de s'y connecter, de raconter des histoires, ce qui leur arrive dans leur travail ou dans leurs études, dans leur vie. Et ça, ils le font chaque semaine. Et Alex, il nous raconte qu'il apprécie vraiment ça parce qu'ils habitent pas tous l'un à côté de l'autre, donc ça leur permet de se connecter quand même sur une application et de pouvoir discuter. Dans son groupe de potes, Alex nous raconte un peu qui il y a. Il y en a une qui travaille dans la com, un qui fait des petits boulots à gauche à droite, un autre qui est enseignant, donc c'est vraiment des profils très différents. Alex, lui, il se connecte très souvent, même entre deux tournages, parce qu'il aime bien avoir ce lien qui lui rappelle d'où il vient, et cette époque où il n'y avait absolument pas de problème. Là où il rentrait après les cours pour jouer aux jeux vidéo avec ses potes sans penser à tout ce qu'il y a dans la vie. Et j'ai envie de dire, je comprends très bien, parce que même moi des fois, c'est pas que je regrette cette époque, mais quand on s'en rappelle, on se dit bon, on n'avait pas vraiment de responsabilité. Les petits problèmes de la vie quotidienne, ça n'existait pas. Nous, ce qu'on voulait absolument faire, c'est jouer à Call of Duty le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est toujours possible, mais il y a quelques contraintes derrière, quelques obligations, notamment le fait d'avoir un travail. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on est très chanceux quand même. Ce soir-là, Alex, il rentre assez tard du tournage, il ouvre l'application et comme d'habitude, il retrouve ses potes en vocal. Ils rigolent tous ensemble et le sujet principal, c'est le film de Alex. Et ses potes lui posent tout un tas de questions, du style, alors, qui est-ce que t'as rencontré comme acteur connu? Est-ce que c'est vrai que c'est interdit de prendre des photos? Est-ce que t'as signé un contrat secret? Donc Alex, il répond à tout, parce que voilà, même si c'est des informations qu'il n'est pas censé divulguer, ben ça reste ses potes, donc normalement, elle ne devrait pas sortir de là. Alex, le truc, c'est qu'il nous raconte que c'est un peu le genre de personne à parfois s'emballer, à dire des choses qu'il ne devrait pas trop dire normalement, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit d'en parler, mais il aime bien sentir que les autres s'intéressent à lui. Donc, ben, il se lâche. La soirée se passe extrêmement bien et les 7 potes discutent de tout et de rien. Et au bout d'un moment, Alex dit qu'il va aller se coucher parce qu'il est crevé et il quitte la conversation. Notre ami passe une très bonne nuit, il continue de faire sa vie tranquillement, donc de faire son tournage parce que sa vie se résume à ça ces derniers jours. 2 jours plus tard, il reçoit un mail et il voit que c'est pas un mail classique, c'est un mail qui est extrêmement froid, il n'y a pas de signature, et dans l'objet, il est simplement écrit « Tu devrais écouter ça ». Alex se demande ce que c'est, il ouvre le mail, et il voit que le seul contenu qu'il y a à l'intérieur, c'est un fichier audio qui est en pièces jointes. Il hésite pour 2 choses, parce que la première, c'est que ça peut potentiellement être un virus, et le deuxième truc, c'est qu'il se dit que c'est peut-être une connerie ou une arnaque, mais il clique quand même dessus, par curiosité, et là, il entend sa propre voix dans une conversation entière qui, visiblement, a été enregistré sans qu'il le sache. Dans cette conversation, on l'entend dire des choses assez graves, et clairement, si quelqu'un tombe sur ça, il est dans la merde. Dans cette conversation, on l'entend raconter plein de trucs sur le tournage, il donne des détails sur le scénario, il se moque de comment joue un acteur, enfin bref, des choses qui ne doivent absolument pas sortir de là. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'on l'entend aussi critiquer la production et même balancer des trucs qu'il n'aurait jamais dû dire à personne, ni même ses potes. Donc là, notre ami Alex, il se dit mais c'est quoi ce bordel? Il se souvient avoir dit tout ça, c'est vrai, mais il sait aussi que ces phrases-là, il les a uniquement dites à ses meilleurs amis. Parce que vous en doutez bien, mais jamais il n'aurait parlé de ça à quelqu'un en qui il n'avait pas 100% confiance. À la fin de l'enregistrement, une autre voix masculine, trafiquée cette fois-ci, lui dit calmement « Si tu veux que tout ça reste entre nous, c'est simple, tu m'envoies 10 000 balles avant demain soir, sinon tout va fuiter. » Alex reste là, figé, le casque sur les oreilles. Il a carrément de la peine à respirer tellement il panique. Il relit le mail, il regarde les instructions pour le virement et c'est extrêmement précis. Là, il pense à sa carrière, au contrat qu'il a signé et surtout à cette clause de confidentialité qui stipule bien que si ces infos venaient à fuiter avant la sortie du film, il peut être poursuivi en justice et risquer très gros. Si ce qu'il a raconté dans cet audio sort, eh bien c'est tout simplement terminé pour lui. Et même s'il utilise l'excuse de voilà c'est une voix trafiquée, c'est une IA, eh bien ça ne fonctionnerait pas parce que ce qu'il dit à l'intérieur,
c'est réel. Et pour faire parler une IA, il faut lui donner un texte, donc il faut connaître ces éléments. Donc ça voudrait de toute façon dire qu'il les a divulgués. Alex, il le sait, c'est clairement de sa faute à 100%. Il a merdé parce qu'il a vraiment dit tout ça, mais jamais de la vie, il n'a pensé que ça sortirait de son serveur Discord. Donc maintenant, il y a deux questions. Est-ce qu'il s'est fait pirater ou est-ce que c'est quelqu'un de son groupe de potes? Ça, on ne sait pas encore. Par contre, la chose dont il est sûr là tout de suite, c'est qu'il ne peut absolument pas se permettre un scandale. En tout cas, pas maintenant, pas après ce qu'il a fait pour en arriver là. Donc, il décide de n'en parler à absolument personne, même pas à ses potes ou à sa famille. Il veut vraiment être le seul au courant de cette extorsion. Notre ami, il passe la nuit à hésiter, il réfléchit à toutes les options. Il se dit que c'est peut-être une arnaque, mais en même temps, l'enregistrement est bel et bien réel. Donc, c'est impossible. Au petit matin, lorsqu'il se réveille de sa nuit, il décide de faire le virement. Il suit les instructions à la lettre, il transfère l'argent, et selon lui, c'est fini. Donc, il respire un peu, sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. 3 jours plus tard, il reçoit à nouveau un mail. C'est le même format, le même ton qui est utilisé, sauf que cette fois-ci, il est écrit « On recommence, tu sais comment ça marche. Si tu le fais pas, t'es dans la merde ». À ce moment-là, Alex, il comprend qu'il s'est fait avoir comme un débile, parce qu'en payant, lui, il pensait être tranquille par la suite, mais vous imaginez bien qu'il est entré dans une boucle infernale. À partir de là, il ne dort plus, il ne mange quasiment rien, et il devient absolument parano sur tout. Il pense qu'on l'écoute, qu'on est en train de le filmer constamment, il se met à vérifier son téléphone, son ordinateur, il désinstalle toutes les applications, il fait des scans de sécurité en boucle, mais il n'y a rien. Il n'y a aucun indice. Un jour, il finit par se reconnecter sur son serveur Discord parce qu'il nous explique qu'il cherche un peu de réconfort. Cette période, elle est très stressante pour lui. En quelques jours, quelques semaines, il s'est éloigné de tout le monde, que ce soit sa famille ou même ses amis. Donc, avoir un lien social, c'est pas de refus dans ce cas-là. Donc, il se connecte au vocal où il y a ses potes et il se met à raconter tout ce qui se passe. En fait, il nous raconte qu'il ne dit pas tout directement parce qu'il ne sait pas par où commencer. Au début, il a tellement honte qu'il lâche des morceaux de l'histoire un peu en mode « Les gars, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Je crois qu'on m'a piégé ». Ses potes, ils réagissent normalement au début, ils lui disent de ne pas s'inquiéter et que probablement que ça va s'arranger. Mais plus la discussion avance, plus Alex sent que l'un d'eux pose des questions un peu trop bizarres et il fait vraiment des remarques de merde en mode « Ben gros, avec tout ce que t'as gagné, c'est rien 10 000 balles pour toi, non ?» Et encore plus bizarre, c'est que ce mec lui dit à un moment « Et tu penses que c'est quelqu'un que tu connais qui t'a fait ça ?» Alex répond un peu vaguement, mais à l'intérieur, il se crispe, il sent que quelque chose ne va pas, parce qu'il a l'impression qu'il parle à un parfait inconnu, déguisé en faux ami. Les autres sont extrêmement compréhensifs et lui disent même de porter plainte, mais après tout ça, Alex se tait et il ne dit plus rien. Il se déconnecte du vocal d'un seul coup et il sort prendre un petit peu l'air. Il marche à l'extérieur sans vraiment avoir de but, parce que c'est simplement pour réfléchir et calmer la pression qu'il y a dans sa tête, mais à un moment, un détail le percute. La voix, qui est trafiquée dans l'audio original qu'il a reçu dans le premier mail, elle avait quand même quelque chose de familier, pas reconnaissable tout de suite, mais par contre, le ton, le langage et la manière de parler, tout ça lui dit fortement quelque chose. Il essaye de se souvenir un peu des conversations qu'il a eues sur l'application, les blagues, les rires, et il comprend que c'est forcément quelqu'un du groupe qui lui a fait du chantage. Ça ne peut pas être un inconnu parce qu'il y a des raisons techniques à ça. Comment est-ce que quelqu'un aurait pu enregistrer la conversation sans même qu'il le voie dans le vocal? Donc là, c'est sûr, c'est un des membres du groupe qui a fait ça. Sauf que le problème, c'est que tous les membres, c'est des potes de très longue date en qui il a 1000% confiance. Donc ce détail-là, ça lui brouille l'esprit parce qu'il se dit « Qui de mes potes les plus proches pourrait me faire ça ?» Pendant qu'il est en train de réfléchir à tout ça, il reçoit une notification Discord. C'est un nouveau message et c'est l'une des filles du groupe qui lui écrit « Viens, on s'appelle en privé, il faut vraiment que je te parle. » Là, il l'appelle immédiatement et sa pote lui dit que c'est pas cool ce qui lui arrive, qu'elle a bien réfléchi et qu'elle s'est souvenue d'un détail extrêmement important. Elle lui dit qu'un des gars du groupe est en grosse galère d'argent en ce moment et c'est là que, pour Alex, tout s'écroule. Rien qu'avec cette phrase, il comprend exactement qui a fait ça. C'est un mec du groupe qui vient de perdre son travail. Pour lui, c'est sûr et certain. Ce mec-là, c'est celui qui a toujours eu un peu de rancune envers lui et c'est celui qui fait tout le temps des blagues un petit peu lourdes sur le succès des autres. Alex, il reste là, sur le trottoir, avec le téléphone dans la main et surtout, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Tellement il est dégoûté, il a l'impression qu'il va vomir. Il remercie sa pote au téléphone, il raccroche et il rentre chez lui. Il tourne en rond dans son salon, il ne sait pas quoi faire. Et plus il pense à tout ça, plus la colère monte. Lui, ce qu'il veut, c'est des réponses. Il veut comprendre comment et pourquoi est-ce qu'on lui a fait ça. Et surtout, quelles étaient les motivations. Il regarde l'heure, là il voit qu'il est 2h du mat. Tant pis si c'est une heure tardive, il prend sa veste, il monte dans sa voiture et il démarre en direction de l'appartement de son propre pote. Arrivé là-bas, Alex gare sa voiture en bas de l'immeuble. Durant tout le trajet, Alex, il a hésité, mais maintenant qu'il est là, il sait que il va devoir passer à l'acte. Dans sa tête, il n'y a plus aucun doute, il a compris que tout vient de lui, et c'est là que les indices s'enchaînent, les petits détails, les mots employés dans les audios, les bruits de fond, même la manière de respirer entre deux phrases, et là, il n'y a plus de doute.
c'est ce mec qui est l'auteur des faits. Donc Alex, il sort de la voiture, il traverse la rue, il monte les escaliers et il frappe une première fois à sa porte. Mais malheureusement, pas de réponse. Cette fois-ci, il refrappe plus fort. Il entend du mouvement derrière la porte, puis elle s'ouvre très lentement. Son pote est là, avec les yeux gonflés, l'air surpris parce qu'il vient de se réveiller. Il lui demande « Qu'est-ce que tu fais là, gros ?» Mais Alex ne lui laisse pas le temps de parler. Il le pousse pour rentrer chez lui sans dire un mot et il referme la porte derrière lui. Dans l'appartement, l'odeur est ignoble, vraiment ça sent le renfermé. Les rideaux sont tirés, le bureau est couvert de câbles, d'écrans, de papier. Et juste à côté, il y a une clé USB posée bien en évidence. L'ordi est encore allumé, il y a Discord qui est ouvert en fond. Alex, il fixe cette clé USB et il comprend immédiatement que c'est potentiellement celle-ci qui contient tous les enregistrements. Il s'avance, mais son pote réagit d'un coup et il se jette sur la clé avant lui. Alex commence à s'énerver, il lui attrape le bras et les deux mecs commencent à s'envoyer des droites l'un après l'autre, au point où à un moment il bouscule le bureau et l'écran d'ordi tombe par terre. Alex, il finit par plaquer son pote contre le mur, il lui crie dessus sans même trop savoir ce qu'il dit, il nous explique simplement que c'est des mots qui sortent tout seuls. Son pote, lui, il essaye de se débattre, il lui dit d'arrêter, mais Alex, il est tout colère, il pense à tout ce qu'il vient de traverser à cause de lui et surtout, il repense à la honte d'avoir payé et d'avoir donné autant de fric, donc 10 000 balles, tout ça à cause de quelqu'un qu'il considérait comme un frère. À un moment, Alex relâche son pote, il le repousse violemment et pendant que l'autre reprend son souffle, il saisit la clé USB qui était tombée au sol, puis il la connecte à l'ordi qu'il remet en place sur le bureau. Là, le dossier de la clé s'ouvre et il découvre des dizaines et des dizaines de fichiers, des heures d'enregistrement classés, prêts à être utilisés, et ils ont des noms du style Alex Conf, Alex Onset. Du coup, il en sélectionne un au hasard, il le lance, et évidemment, il entend sa propre voix. Il a la confirmation par A plus B que c'est son pote qui l'a enregistré pendant des conversations, et donc c'est lui qui lui a extorqué 10 000 balles. Alex, il serre les dents, il sent qu'une patate va pas tarder à partir. Il formate la clé USB, donc autrement dit, il supprime tout son contenu. Il retire la clé, il la jette au sol, et il l'écrase avec sa chaussure, vraiment, il essaye de la broyer en 1000 morceaux. Son pote essaye de se relever, il veut parler, mais là, Alex, il a de la peine à contenir ses émotions, il s'avance vers lui, et il lui met une droite. Le mec tombe, il se cogne la tête et il reste au sol à moitié inconscient. Notre ami le regarde quelques secondes, puis il va sur l'ordinateur et cette fois-ci, il supprime tous les disques durs. Il regarde le curseur d'avancement qui efface tous les fichiers lentement un à un et pour lui, c'est comme une délivrance. Quand tout disparaît, il éteint l'ordi et il se rend compte qu'il saigne un petit peu. Il recule, il regarde autour de lui et il voit que la pièce est sans dessus-dessous et que son soi-disant pote est allongé par terre. Notre ami, il en a rien à péter, il sort de là, il remonte dans sa voiture, il démarre et il roule jusqu'à chez lui. Sur le trajet, il nous raconte qu'il pleure carrément de rage, parce qu'il y a tout qui se mélange. Il pense à ce qu'il vient de faire, qu'il vient de péter la gueule à son pote, et malgré le fait qu'il sait qu'il a tout supprimé sur les disques durs et la clé USB, il sait aussi qu'il vient de franchir une très grosse limite. Il ne sait pas si son pote va s'en sortir, vu qu'il s'est tapé la tête, et surtout, si quelqu'un saura un jour ce qui s'est passé. Parce que imaginez, son pote porte plainte contre lui, il doit expliquer les raisons, et bien, toutes ces conversations vont forcément fuiter. Enfin, pas fuiter, mais il va expliquer aux enquêteurs qui vont faire une enquête, etc. Quand il rentre, enfin chez lui, il se douche, il se pose sur le bord de son lit et il sait que désormais plus rien ne sera pareil. Il a protégé sa carrière, ok, mais il a aussi perdu son pote. Il se dit à ce moment-là peut-être que j'aurais dû prévenir la police ou j'aurais dû en parler à quelqu'un qui aurait pu m'aider. J'aurais peut-être pu récupérer mon argent en appelant la banque sans que les audios sortent, mais maintenant c'est trop tard. À un moment, son téléphone se met à vibrer sur la table et c'est un message de son groupe Discord et en gros, c'est quelqu'un qui demande des nouvelles du groupe parce qu'ils ne se sont pas appelés depuis quelques jours et malgré que les autres n'aient rien fait, Alex ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Il ferme la conversation et carrément, il quitte le groupe. Quelques heures plus tard, Alex reçoit un appel en inconnu. Il hésite avant de décrocher, mais il le fait. À l'autre bout du fil, personne ne parle, il entend simplement un souffle, alors il raccroche. Là, il flippe, il se dit que c'est peut-être son pote et qu'il a survécu, sauf que cet appel, on dirait l'appel d'un antagoniste qui veut juste se venger, ou qui pourrait faire quelque chose qui le mettrait grave dans la merde. Le lendemain matin, Alex apprend par un message d'un autre membre du groupe que son entre guillemets pote a été hospitalisé. Apparemment, il serait tombé chez lui. Rien de grave, mais il a eu le droit à quelques points de suture quand même. Ce qui signifie pour Alex que son pote n'a rien dit, il ne l'a pas accusé de lui avoir pété la gueule. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les semaines passent et à un moment, le film que Alex tournait, il sort, il nous raconte que l'avant-première est un véritable succès, les gens crient son nom, les journalistes l'interviewent, et les critiques sont extrêmement bonnes. Alex est très heureux et il ne réalise pas encore jusqu'où il a dû aller pour sauver sa propre carrière, ou plutôt sauver sa propre connerie, parce que jamais de la vie il n'aurait dû raconter quoi que ce soit à ses amis par rapport à son travail, qui plus est,
est strictement confidentiel. Malheureusement, il n'a jamais récupéré les 10 000 € ni même son pote, mais au moins, sa carrière est intacte et il n'a pas eu de plainte à son encontre. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Mécanique assez différente, cette fois-ci on a affaire à un gros chantage. Évidemment, Alex est en tort, il a divulgué des informations compromettantes, enfin pas compromettantes mais plutôt confidentielles par rapport à un gros projet. Et forcément, quand il y a de l'argent en jeu, ça peut aller extrêmement loin. Après le truc c'est qu'on peut se dire, voilà, c'est quelqu'un qu'il considérait comme un frère, qui avait le potentiel de tout divulguer, donc c'est une histoire assez complexe. En tout cas, Alex, sa carrière, elle est stable. Le truc, c'est qu'il a perdu un gros lien social et 10 000 €. Vous me direz les 10 000 €, probablement qu'il va se refaire dans sa vie. Mais par contre, perdre un pote, ça vaut bien plus que 10 000 €. L'essentiel, c'est qu'Alex il soit bien dans ses baskets et qu'il vive sa vie comme bon lui semble. Moi, je vous propose de reprendre une petite boisson ou un petit truc à manger. Réinstallez-vous bien dans votre lit avec une petite couverture parce qu'il fait à peu près moins 15 dehors. Et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Julie. Julie, c'est une jeune femme qui a 28 ans et qui bosse dans une petite boîte de compta. Tout se passe très bien dans sa vie et le soir où elle nous raconte son histoire, elle nous dit qu'elle rentre d'un déplacement professionnel qu'elle a effectué dans un coin un petit peu paumé, au beau milieu d'une campagne. À ce moment-là, il est assez tard, un peu plus de minuit, il pleut et il n'y a presque personne sur la route. Julie, elle écoute la radio en fond, elle est un petit peu fatiguée mais très concentrée. Elle pense à une seule chose, à rentrer chez elle, à prendre une bonne douche bien chaude et surtout à dormir. À ce moment-là, sur la route, tout est très calme, jusqu'à un moment où elle aperçoit une sorte de silhouette qui se situe sur le bord de la route. En regardant un peu mieux, elle voit un mec sous la pluie, trempé, avec le pouce levé. Donc elle freine un peu, sans trop savoir pourquoi, parce qu'après tout, elle est encore assez loin. Mais elle ralentit, et surtout, elle hésite parce qu'elle sait très bien que prendre quelqu'un en stop à cette heure-là, dans les films d'horreur, c'est généralement le meilleur scénario. Peut-être que c'est bel et bien quelqu'un qui a besoin d'aide, ou peut-être que c'est le parfait psychopathe. Ça, on ne le sait pas. Mais bon, il pleut tellement fort qu'elle dit qu'elle ne peut pas le laisser là et que ça lui fait beaucoup trop mal au cœur pour lui. Dans sa tête, elle se dit mais attends, si c'était mon frère ou mon ami, j'aurais bien voulu que la personne qui le croise en voiture avec un tel temps, l'aide et qu'elle le prenne en charge. Son côté humain fait qu'elle ne peut pas tracer sa route comme ça. Du coup, elle passe à côté de lui très doucement, elle le dépasse un tout petit peu, elle regarde dans son rétro et elle le voit toujours là, avec les épaules rentrées, la capuche collée sur sa tête et il y a ce petit truc en elle, ce mélange de pitié et de culpabilité qui la pousse à ralentir encore un peu plus pour qu'il puisse marcher vers elle et monter dans sa voiture. Elle se dit ok, je vais juste l'emmener jusqu'à la station la plus proche, comme ça il descendra et il sera au moins à l'abri. Elle met ses warnings pour lui montrer qu'elle s'arrête et le mec relève la tête, il a l'air grave soulagé, il court carrément vers la voiture de Julie et c'est là qu'elle voit à peu près à quoi il ressemble. C'est un gars qui semble avoir entre 20 et 30 ans. Il a un visage très fermé mais pas agressif. En fait, il a tout simplement les traits d'un mec qui a beaucoup trop marché sous la pluie et qui est épuisé. Il se penche à la fenêtre, il demande si elle peut le déposer un peu plus loin vers la nationale et elle lui dit oui, en précisant que c'est juste un petit bout de route parce qu'elle doit rentrer. Il la remercie, il ouvre la portière, il monte à l'intérieur de la voiture et là, Julie nous précise qu'il se passe un truc hyper chelou parce que le mec s'installe et il la fixe un long moment sans rien dire et sans bouger. Julie fronce un peu les sourcils en mode qu'est-ce qu'il y a? Et le mec se reprend et lui dit « Merci vraiment, j'en pouvais plus de marcher ». Notre ami lui répond qu'il n'y a pas de souci, qu'elle l'aide avec plaisir. Elle redémarre et pendant un moment, il roule sans parler, donc c'est très calme. Le type garde les yeux sur la route et il lui explique quand même qu'il a raté son bus, qu'il devait rejoindre un pote et qu'il s'est retrouvé bloqué ici sans réseau et sans même savoir comment est-ce qu'il allait rentrer chez lui. Julie hoche la tête, elle se dit que ça tient la route comme excuse, c'est crédible. Donc elle se détend un peu, elle se dit que c'est pas quelqu'un de méchant qui va lui planter un couteau dans le ventre et que ça peut arriver d'avoir une telle galère. Elle jette un coup d'œil très discret vers lui et franchement ça a l'air d'être un mec normal, très fatigué certes, mais pas menaçant du tout. Donc elle reprend confiance, elle met un peu de musique et là ils se mettent à parler de tout et de rien, que ce soit de la météo, de la route ou même de l'endroit où ils sont. À un moment, le mec lui répond si elle vit dans le coin, ce à quoi elle répond vaguement. Elle lui dit que voilà, elle rentre du travail, qu'elle n'habite pas très loin non plus, sans pour autant dire le lieu exact. Après tout, notre amie c'est quelqu'un de très safe, elle évite de trop en dire sur elle et ça, c'est une bonne chose. Sur le ton de la rigolade, elle lui dit je vais pas te dire où j'habite, faut pas déconner. Le mec, il sourit, il fait une blague sur la météo et ça détend encore plus l'ambiance. Pour l'instant, ils n'ont pas encore croisé de station essence, donc la jeune femme continue de rouler tranquillement et puis sans qu'elle s'y attende, en plein milieu d'une conversation, le mec lâche une phrase qui va la tétaniser sur place. Il lui sort un truc du style « Et sinon, ton mec Thomas, ça va ?» Julie tourne la tête d'un coup, comme si elle avait mal entendu. Elle se fige, son cœur se met à battre à 1000 à l'heure, parce qu'elle en est sûre et certaine, elle n'a jamais parlé de son copain depuis que ce mec est entré dans la voiture. D'ailleurs, elle n'a jamais dit qu'elle en avait un. Julie freine légèrement, elle le regarde et elle voit sur son visage qu'il a compris qu'il s'était cramé tout seul. Il essaye de se rattraper en disant un truc du style « Ah non, je croyais que tu m'avais parlé d'un copain qui s'appelle Thomas. Mais c'est pas toi, désolé, j'ai dû confondre. » Mais c'est trop tard. Julie, elle sent la panique monter, elle comprend direct qu'il sait qui elle est et qu'il la connaît très bien. Donc elle essaye de garder son calme,
Elle fait comme si de rien n'était, elle hoche la tête et elle répond « Ah bah oui, tu dois te tromper ». Mais imaginez-vous bien que dans sa tête, c'est l'anarchie. Elle se dit qu'elle doit s'en débarrasser très vite de ce mec, mais sans le brusquer, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Elle regarde la route et elle voit une station-service un peu plus loin, avec des lumières allumées. Alors elle se dit que là, c'est sa chance. Elle lui dit calmement qu'elle va s'arrêter 2 minutes, histoire de prendre un petit café et de reprendre un petit remontant, parce qu'elle commence légèrement à piquer du nez. Elle dit ça tout tranquillement pour qu'il ne se doute de rien, sauf qu'il tourne la tête vers elle, et là, son regard a clairement changé. Il ne sourit plus du tout, et il lui dit d'une voix sèche « Non, tu ne t'arrêtes pas ». Julie essaie de rire un petit peu, elle lui dit « Si, je vais juste me prendre un café, t'inquiète pas, j'en ai pour 2 minutes, c'est soit ça, soit on rejoint tonton Johnny ». Et là, sans prévenir, le mec sort quelque chose de sa poche. Notre ami voit tout de suite que c'est un petit couteau. Il lui met contre sa cuisse, et il lui dit doucement « Tu vas continuer de rouler, c'est clair ? Tu fais ce que je te dis, sinon je te promets que tu ne verras pas la fin de la nuit. » Est-ce que c'est des menaces? J'en ai bien l'impression. Julie ne sait pas quoi faire, elle est dans la pire situation qui soit. Tant bien que mal, elle garde les mains crispées sur le volant et elle obéit sans dire un mot. Elle regarde droit devant elle, elle sent la lame qui est collée contre son jeans et dans sa tête tout tourne à 1000 à l'heure. Elle pense à sortir, à freiner d'un coup, à ouvrir la porte, à klaxonner, mais elle n'ose rien faire tellement elle est terrifiée. Elle se dit qu'au moindre mauvais geste, il la plantera sans se poser de questions. Donc, elle continue de rouler et de ne rien faire. Le mec ne parle pas, il se contente de la fixer parce que maintenant, il sait qu'il a le contrôle. De temps en temps, il dit juste « Continue de rouler, c'est bien ». Mais ça s'arrête là. Julie, elle se sent clairement piégée et là, elle nous dit qu'il y a un vrai miracle qui se produit. Elle voit des gyrophares sur le bas-côté et c'est une voiture de police qui est là, garée, à moitié sur la route. Ils lui font signe de s'arrêter, sûrement pour un contrôle de routine. Donc, elle ralentit légèrement, le mec colle encore plus le couteau contre sa cuisse et il lui dit « T'as pas intérêt à ouvrir ta gueule, sinon tu ne verras pas la fin de la nuit. » Notre amie, elle s'arrête sans dire un mot. Le policier s'approche, côté conducteur, lampe torche à la main. Julie baisse la vitre, elle essaye de sourire, mais vous imaginez bien qu'elle est en train de trembler partout. Le policier la regarde et voit tout de suite que quelque chose cloche. Donc il lui demande si tout va bien. Elle hoche très timidement la tête, incapable de parler, mais ses yeux, qui sont remplis de larmes, la trahissent. Le policier regarde le passager, il voit ses mains et il remarque qu'il serre quelque chose. Donc il capte tout de suite que c'est probablement quelque chose de pointu ou une arme. Et en une seule seconde, la situation dégénère. Le policier recule d'un pas sec, avec la main sur son arme, et il dit calmement « Ok monsieur, baissez le couteau tout de suite et personne ne vous fera de mal. » L'homme s'énerve, il passe le bras autour du cou de Julie, il la tire contre lui et il lui met la lame sous sa gorge. Il hurle qu'il veut qu'on les laisse partir et qu'il ne veut pas aller en prison. Julie est en larmes, elle pleure tout ce qu'elle peut. Elle n'arrive même plus à respirer parce qu'elle sent la lame bouger et ça commence carrément à lui faire mal. Là, à cet instant précis, la jeune femme nous raconte qu'elle pense que c'est terminé pour elle et que le policier, malheureusement, ne pourra rien faire. L'agent reste calme, il essaye de gagner du temps en parlant lentement et il lui dit que voilà, il comprend qu'il va juste se reculer pour les laisser partir et qu'il n'a absolument pas besoin de faire du mal à cette femme. Le policier fait signe à son collègue qui est dans la voiture juste derrière de prévenir d'autres agents. Avec sa main dans le dos, le policier fait un signe à son collègue pour lui dire « Mec, appelle d'autres agents en renfort pour qu'ils puissent intervenir ». Heureusement, l'homme ne voit rien et il crie qu'il veut partir tout de suite. Le policier recule et il dit « Ok, je vous laisse partir, vous pouvez y aller, mais ne lui faites pas de mal ». Julie ne comprend pas qu'ils n'interviennent pas parce que c'est la police, ils doivent la protéger. L'homme enlève le couteau de sous sa gorge et lui hurle de redémarrer. Donc, elle obéit. Elle appuie sur l'accélérateur, la voiture démarre et le policier garde les yeux fixés sur eux, totalement impuissant. Notre amie garde les yeux rivés sur la route et carrément elle n'ose pas respirer trop fort, de peur d'énerver le mec. À ce moment-là, il replace le couteau près de sa jambe et chaque fois qu'elle le voit bouger du coin de l'œil, son cœur s'arrête tellement elle a peur que ce soit la fin. Elle sent qu'il la regarde, pas tout le temps mais par moments et de façon très insistante, comme pour vérifier qu'elle n'a pas l'intention de faire une connerie. Malheureusement, son téléphone est derrière dans son sac, donc elle ne peut même pas le sortir discrètement pour appeler quelqu'un. Donc, c'est vraiment la merde. Parce que si même la police ne peut pas l'aider, qui va pouvoir le faire? Là, elle se dit qu'elle doit absolument réfléchir et qu'elle doit trouver un moyen de s'en sortir. Parce que pour elle, ce serait quand même le comble de se faire kidnapper ou même tuer dans sa propre voiture, juste parce qu'elle a voulu aider un inconnu. À un moment, elle pense à se mettre sur le bas-côté et à faire semblant d'avoir une panne, mais au moment où elle y pense, il lève les yeux vers elle et il lui enfonce toujours un petit peu plus le couteau dans la jambe. Ça lui fait extrêmement mal et elle sent que c'est mort. Parce qu'elle a l'impression que ce gars, il lit dans ses pensées, donc elle ne peut rien prévoir. À un moment, elle croit voir une lumière au loin, genre un truc bleu. Elle pense que c'est peut-être une maison avec des guirlandes, sauf que non. C'est une voiture garée sur le bord de la route. Julie ralentit un peu, elle se dit que si c'est une voiture de police, c'est sa seule chance d'être sauvée. Sauf que le problème, c'est que le mec la voit ralentir et il lui met la pointe de couteau, cette fois-ci pas contre la jambe,
mais contre son cou. Il appuie assez fort pour que ça lui fasse extrêmement mal, alors elle appuie sur l'accélérateur pour qu'il ne la tue pas. La voiture de police derrière s'éloigne et la lumière bleue disparaît. Julie est clairement au bout de sa vie, elle se dit qu'elle vient peut-être de rater la seule chance qu'elle avait. Et puis, au détour d'un virage, elle aperçoit d'autres phares derrière eux et une voiture qui se rapproche relativement doucement. Elle ne sait pas si c'est la même qu'ils viennent de croiser ou une autre, mais la seule chose qu'elle espère, c'est que quelqu'un la sorte de ce bourbier. Elle se dit que si c'est encore un flic, il va forcément remarquer quelque chose et que cette fois-ci, il ne la laissera pas repartir avec lui. Le mec, à côté d'elle, regarde dans le rétro. Il devient très nerveux en voyant que la police se rapproche et lorsque la voiture les colle, elle allume ses gyrophares. Sauf que lui, il se tend, il regarde partout et il se met à hurler, à frapper sur le tableau de bord et à répéter qu'il ne retournera pas en prison et qu'ils ne l'auront pas. Julie, elle a envie de pleurer, de crier, mais elle garde les yeux sur la route parce qu'après tout, ce serait con de finir dans un talus. Elle se dit qu'il faut qu'elle reste calme encore quelques secondes et qu'elle ne fasse rien de brusque. Derrière, un des policiers fait un signe par la fenêtre pour leur indiquer de se rabattre sur le côté, mais le gars lui plante encore un tout petit peu plus la pointe du couteau pour être sûr que ça lui fasse bien mal. Sauf que devant eux, la route, elle se resserre, il y a un virage, puis une ligne droite et au bout de cette ligne droite, il y a d'autres voitures alignées de travers avec les feux allumés qui cette fois-ci leur font un barrage. Julie comprend qu'ils sont bloqués et qu'il n'y a plus d'issue. Lui aussi le comprend très bien et d'un coup il hurle et lui dit d'accélérer mais elle freine. Pas beaucoup, juste assez pour lui faire croire qu'elle obéit et c'est à ce moment précis qu'elle voit les silhouettes des policiers sortir des voitures avec les armes à la main et les projecteurs allumés. Elle garde les mains sur le volant, elle a pas envie de se prendre une balle. Elle arrête la voiture et à ce moment-là, le mec panique, il regarde partout, il ne sait plus quoi faire. Donc, il ouvre légèrement la portière. Les policiers à l'extérieur, ils hurlent tout ce qu'ils peuvent mais on comprend rien. Et dès qu'il sort, tout le monde se jette sur lui. Julie, elle reste immobile, complètement incapable de bouger les mains, et elle a le regard dans le vide jusqu'à que quelqu'un vienne frapper à sa vitre. Un policier ouvre la portière et lui dit que c'est bon, c'est fini, qu'elle peut sortir, mais elle n'arrive pas à répondre. Elle a la tête qui tourne, mais elle sort quand même, appuyée sur la voiture. Un policier la recouvre d'une couverture de survie, un autre lui dit de respirer calmement, car désormais, tout est fini. Notre amie regarde autour d'elle, elle voit l'homme plaqué au sol, menotté, qui marmonne des trucs qu'elle ne comprend pas. Elle le regarde pendant quelques secondes, puis elle détourne le regard parce qu'elle ne veut plus jamais croiser le sien. À un moment, un des policiers l'emmène dans une de leurs voitures, puis il l'emmène au poste. Elle passe plusieurs heures à raconter encore et encore la même histoire. Les policiers lui demandent le moindre détail, mais elle se souvient à moitié parce que tout est flou. Elle leur dit simplement que voilà, je voulais aider quelqu'un, que j'ai eu pitié, et que je voulais pas le laisser sous la pluie. En leur expliquant ça, malheureusement, elle se met à pleurer tellement les émotions sont en train de redescendre. Les policiers comprennent, ils lui disent que ce n'est pas de sa faute et qu'elle a eu beaucoup de chance. Plus tard, ils ont retrouvé l'identité de ce type, et visiblement, ce mec, il s'appelle Adrien. Bizarrement, son prénom lui dit quelque chose à Julie parce qu'elle sait qu'elle a déjà connu un garçon qui s'appelait Adrien à l'époque. À ce moment-là, elle écoute les policiers qui lui disent qu'apparemment il a déjà été condamné plusieurs fois pour vol à main armée, agression, cambriolage et tentative de meurtre. Et c'est là que pour notre amie Julie, tout s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'elle se souvient de qui est cette personne. Quand elle était plus jeune, il y a environ 7-8 ans, elle a fait une école où elle était en alternance. Ce mec était dans sa classe et elle avait entendu des rumeurs qui disaient qu'il volait dans la caisse de l'endroit où il travaillait. Julie ne pouvait pas garder ça pour elle, donc elle a décidé d'en parler à un professeur. Et à cause de ça, il avait tout perdu. Que ce soit son travail en alternance ou même sa place dans l'école. Et il a carrément perdu l'appartement dans lequel il venait de s'installer quelques mois plus tôt. Il avait dit à Julie à ce moment-là qu'il se vengerait un jour ou l'autre parce que c'était une grosse balance, mais Julie pensait que c'était des paroles en l'air. Donc elle n'a jamais pensé qu'il la retrouverait un jour. Ce qui la trouble, c'est qu'elle ne l'a pas reconnu. Parce que ce mec, il a complètement changé de physique. Maintenant, il a une très longue barbe, il a des très longs cheveux, il a perdu énormément de poids, donc pour elle, c'était impossible de le reconnaître. Par contre, lui, vous en doutez bien, il a bien reconnu Julie. Il avouera plus tard à la police qu'il avait gardé un œil sur la vie de la jeune femme en la suivant sur les réseaux sociaux, avec un faux compte, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il savait pour son petit ami Thomas. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ce soir-là, il ne savait absolument pas sur qui il allait tomber. Donc le fait que ce soit Julie dans la voiture, c'était un total hasard. À l'époque, Julie, quand elle l'a dénoncé, elle voulait simplement être honnête. Elle pensait pas que ça allait avoir autant d'impact sur lui et que ça allait détruire sa vie. Et pendant ce temps, ce mec, il a tout gardé pour lui, il a nourri sa haine. Et ce soir-là, quand il a fait de l'autostop, le but, c'était pas de rentrer chez lui, c'était de s'en prendre à quelqu'un. Lui, il était aux anges lorsqu'il a vu que c'était Julie dans la voiture, mais vous imaginez bien, pour notre ami, c'était un véritable enfer. Heureusement, tout est bien qui finit bien, Julie a pu reprendre sa vie normalement. Ce mec a été évidemment emprisonné, et vu les circonstances, j'imagine qu'il n'est pas prêt de ressortir. En tout cas, faites attention quand vous faites du stop la nuit, ça peut être dangereux. Après, évidemment, il y a des gens qui font du stop la nuit parce qu'ils sont réellement dans la merde, mais j'ai envie de dire que si vous êtes seul, pensez à vous plutôt qu'à la personne qui est sur le côté. Si vous êtes 2 ou 3 ou vous êtes carrément un groupe de personnes dans la voiture, si ça se passe mal, vous pouvez vous battre. Mais si vous êtes tout seul,
c'est beaucoup plus risqué. Voilà, c'était le petit conseil, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais s'il vous plaît, faites attention à vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à vous raconter ces deux histoires. Rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On s'approche très gentiment des 200 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on y arrivera plus vite. Et moi, je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.